Oui, moi je connais une vieille génération d'astrologues belges comme Yves Thieffry, comme Guy Leclerc, comme Jacques Vanès, Oui, je connais bien Jacques Vanès toujours, oui. Élie Lison. Enfin, ça nous ramène, comme tout à l'heure j'ai parlé de Laurent Dallès. Là, vous appartenez quand même à une autre génération, et d'ailleurs justement, on va essayer de réparer le manque à ce niveau-là. Alors, est-ce que vous-même, vous appartenez au milieu astrologique belge? Alors, il y a le Cébésia, donc, il y a deux mouvements astrologiques belges. Oui. Hein. Il y a Phosophia, il y a le Cébésia. Voilà. Phosophia, c'est-à-dire la fable en fait. C'est ça, voilà. Et puis il y a le Cébésia. Et donc, je suis liée aux deux. Vous intervenez dans les deux cadres. C'est ça, voilà. Oui, il y a d'ailleurs un site commun aux deux structures, je crois. Non, ils sont séparés. Hein. Oui, mais enfin, il y a un site où on trouve les deux, plus ou moins. C'est ça, d'accord. À ma connaissance, ils sont séparés. Oui, oui, bien sûr. D'ailleurs, j'avais interviewé les deux responsables, Eric Panicki et Michael Mandel. Maintenant, je crois qu'il y a eu un changement à la tête de la FAB. Ça, je ne suis pas au courant. Il y avait Nicolas Bastin, puis il a eu un accident, ça, je crois, une moto, et puis maintenant c'est quelqu'un d'autre. Je donne les renseignements. Moi, je suis plus proche de Cébésia, en fait. Oui, mais bon, ce sont les deux mouvements en Belgique. Moi, j'ai bien connu Brahi, d'ailleurs. Et d'ailleurs, j'ai interviewé il y a 2 ans sa compagne, Yvonne Rémy. Mais j'ai bien connu Jacques Delescaux, je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur. De nom. Oui. Oui, enfin moi je crois que la première fois que j'ai rencontré le Cébésia, c'était en 76, 76, donc il y a quand même... Mais ça a beaucoup évolué depuis, puisqu'il y a eu M. Cosins qui s'en est occupé, et puis maintenant Panicki qui s'en occupe. Oui. Il y a eu toute une évolution. Voilà, donc je fais partie de la nouvelle génération, mais il ne m'a pas tout à fait, parce que moi je fais de l'astrologie depuis 1980, donc ça nous ramène à 30 ans. 30 ans, donc Jacques Vanès est quelqu'un que je connais, que j'apprécie. Et disons qu'à l'époque, j'étais très attirée par tout le mouvement de l'astrologie humaniste. Oui, à l'époque. Oui. À l'époque et toujours actuellement. Ça a été mon coup de foudre, ma rencontre avec tout un mouvement qui s'intéresse à l'aspect de prévision, certes, mais surtout à l'aspect de compréhension. Oui, d'accord. Alors donc... Et d'évolution et de sens, voilà. Donc, et où il y a toute une dimension de psychologie des profondeurs qui est présente avec la démarche astrologique. Donc dès le départ, j'ai écrit pas mal d'articles dans les cadres, pas tellement astrologiques, mais de développement personnel, donc des revues plus... voilà, des revues. Donc vous avez représenté l'astrologie en dehors du milieu astrologique. C'est ça, au départ, oui. Et donc j'ai donné des cours et je faisais des conférences qui s'appelaient Astrologie outil d'évolution. Finalement, mes élèves m'ont dit, mais ton astrologie évolutive. Donc comme ça est né le mot astrologie évolutive. Et après, j'ai su qu'en France, il y avait également une astrologie d'évolution de Irène Andrieux. Voilà, et aussi de l'astrologie évolutive. Mais ce qui ne veut pas dire tout à fait la même chose, parce qu'elle, ça recouvre l'astrologie karmique. C'est ça, et aussi de l'astrologie évolutive faite par d'autres personnes. Le mot veut dire ce qu'on veut dire. Et disons, moi je n'étais pas au courant, c'est venu spontanément comme ça. Donc pour resituer les choses dans le cadre, c'était la notion d'évolution, et c'est toujours la notion d'évolution qui m'intéresse, c'est-à-dire comment est-ce qu'à travers sa structure, où il y a quelque chose d'inamovible qui est lié à un destin, mais comment à travers cette structure, au moment des transits planétaires, est-ce qu'on peut évoluer, c'est-à-dire ce miroir qu'il y a entre le ciel extérieur et notre ciel interne. Donc comment est-ce qu'un transit peut être l'occasion d'une prise de conscience, d'une évolution. Et donc très rapidement, j'ai souhaité développer une forme d'astrothérapie. Et pour aller plus loin dans cette astrothérapie, je me suis formée à différentes pratiques psychologiques, dont la plus importante pour moi, qui est les constellations familiales, qui est la méthode donc, de Bert Hellinger, et qui est une méthode qui est liée au transgénérationnel à travers une méthodologie particulière. Et donc je combine actuellement l'astrologie avec le suivi thérapeutique en constellation familiale, lorsque les personnes ont besoin bien sûr d'un suivi thérapeutique. Sinon je continue à être astrologue et astronumérologue, vu que j'ai eu la formation avec Martine Barbeau de numérologie.
et que je trouve que c'est une très belle combinaison. Parce qu'on a des finesses en plus. Voilà. Alors, qui dit thérapie dit résultat, de manière. Oui, enfin résultat. Enfin, on peut évaluer l'efficacité de l'outil de cette manière. Oui. Quand on se situe dans la thérapie, c'est-à-dire que justement, la thérapie elle-même implique d'obtenir un changement. C'est ça, voilà. Donc c'est un changement. Alors seule la question qui se pose, c'est un changement vers quoi? Est-ce que c'est un retour à la norme? Ah non, c'est pas du tout un retour à la norme, c'est un chemin vers soi. Oui, parce que généralement la thérapie, c'est quand même, au niveau en tout cas physique, quand quelqu'un a une maladie, on essaie de le ramener à la norme du corps humain normal. Oui. C'est-à-dire que quand on est malade, je crois qu'on n'a pas tellement envie de rester malade, donc il ne s'agit pas d'un norme, il s'agit d'une harmonie, une harmonie qui tend vers ce que l'on est profondément. Donc la maladie, ça peut être quelque chose qui est incontournable. C'est clair que s'il y a dans un thème beaucoup de planètes dans le secteur douce, par exemple, avec des aspects conflictuels, il risque d'y avoir un destin où la maladie est incontournable. À ce moment-là, la thérapie pourra être de trouver la meilleure acceptation possible de ce qui se passe. Mais la maladie n'est pas toujours incontournable. La maladie peut être le symptôme de quelque chose qui, à un moment donné, s'est mal... ne s'est pas bien intégré, parce qu'en astrologie, on peut voir que nous sommes quelqu'un de contradictoire. C'est très rare que nous soyons quelqu'un d'unifié, et où tout va dans le même sens. Nous avons des parties que nous sommes obligés de refouler, contre lesquelles nous luttons, parce que nous avons des contradictions et qu'on fait ce qu'on peut, je dirais, pour avancer. Et donc parfois ces frictions, ces contradictions, ces évictions, ces refoulements créent des symptômes qui peuvent aller de la dépression à une maladie physique ou à toutes sortes de choses. Et donc la thérapie va pas... Le but de la thérapie pour moi n'est pas du tout de normaliser, parce que je dirais que les gens normalisés sont peut-être les gens qui vont le plus mal. Dans le sens qu'on ne peut pas comme ça rendre les gens ni trop froids, ni trop chauds, ni trop ceci, ni trop cela, dans une norme, c'est pas un moule. La thérapie arrive dans quelque chose qui est complètement en dehors du moule, c'est-à-dire le soi profond. Oui. Donc ça permet au contraire pour moi d'aller le plus profondément dans ce que l'on est et que l'astrologie révèle au travers de l'étude de la carte, mais qui n'est pas toujours facile d'accomplir d'une façon consciente. Là, on touche à un sujet assez délicat, parce que, il y a déjà, je vous donne un exemple, il y a déjà le fait d'être un homme ou une femme, n'est-ce pas? Alors on peut évidemment dire, voilà, ce que je veux, c'est être un individu qui soit complètement en harmonie avec lui-même, mais on peut aussi se servir de grands repères pour replacer la personne, pour la recadrer. Bien sûr, et ça c'est l'astrologie, c'est vraiment un outil pour moi extraordinaire. Oui, non, mais je veux dire, si par exemple vous avez une maladie et que vous êtes tombé sur un médecin qui ne connaît rien au corps humain, c'est pas très rassurant. Il faut quand même qu'il se fasse une idée à peu près de ce que c'est que le corps humain dans son fonctionnement normal. Oui. Il ne va pas improviser je ne sais pas quoi bien en sûr, disant voilà, il faut qu'il vous rétablisse dans un état normal. D'ailleurs, c'est la notion de rétablissement, c'est aussi la notion de cycle. Oui. À un moment donné, on peut s'éloigner, s'éloigner de quelque chose, et puis il faut y revenir, il faut retrouver un peu le chemin. C'est ça, le cycle, le transit permet justement de remettre les choses au point. Oui. Et de faire un saut de conscience. Alors justement, est-ce que, parce que la notion de transit, elle n'est pas forcément identique à la notion de cycle. Non. Même si, bien entendu, tout transit est lié à une forme de cyclicité, mais malgré tout, la succession des transits ne constitue pas un ensemble particulièrement cohérent, disons, des choses comme elles sont. C'est peut-être cohérent sur un plan karmique ou sur un plan philosophique, mais je veux dire que c'est une succession de moments qui sont liés d'ailleurs à des planètes différentes. Oui, mais par exemple, si on prend un transit de Saturne, pour prendre une planète assez importante pour l'être humain dans toute sa structuration, le transit de Saturne est un moment, si on prend le transit de Saturne par rapport au cycle, pas par rapport à l'ascendant ou une planète, mais par rapport au cycle vis-à-vis de lui-même. Donc c'est quand même un moment d'un cycle
qui, si on a 60 ans, va renvoyer à 28 ans, etc., etc. Donc on va situer, personnellement, en tout cas je situe toujours un transit dans un cycle planétaire. Il y a quand même des choses qui se passent pour tout le monde à peu près au même âge. Oui, voilà. Et alors ce cycle planétaire qui est propre à Saturne, il y a également un autre cycle dans le cadre de la carte de la personne qui vient en consultation, qui est le cycle de Saturne dans sa propre carte à partir de l'endroit où il se trouve à la naissance. Donc de l'endroit où il se trouve à la naissance, au moment où il passe l'ascendant, où il passe une planète, c'est-à-dire dans l'ordre où ça se trouve dans son thème à lui, il y a là aussi une notion de cycle, qui est plus un cycle personnel, mais qui se passe, c'est-à-dire que enfin, moi, quand je vois un cycle, un transit de Saturne, je ne sais pas, on va dire sur la Lune, bien, je vais voir où était ce transit, ce Saturne. Bien sûr, il y a la compréhension de la Lune, de la personne, du Saturne de la personne, des maisons là, qui sont touchées, qui sont gouvernées. Mais il y a aussi où était Saturne avant d'être en transit avec la Lune. Donc il y a tout un cycle, si vous voulez, personnel à la personne. Oui, c'est ça. C'est un cycle qui peut revenir de 30 ans en 30 ans, en quelque sorte. C'est ça. Il va passer au même endroit. Ça. Mais disons que, ça sera un cycle dont le calendrier, dont la chronologie sera propre à la personne en question, parce que tout le monde n'a pas Saturne au même endroit. Et deux, qui va dépendre de la disposition des différentes planètes dans le thème, et qui ne sera pas la même disposition que chez quelqu'un d'autre. C'est ça. Et qui ne va pas constituer un ensemble d'une cohérence absolue. Parce que dans un thème, Saturne transitera telle planète, puis telle planète, A, B, C, D, dans un autre thème, il va transiter B, C, E, on va dire. Oui, mais il n'y a pas de norme du cycle saturnien dans ce genre de cas de figure. Non, il y a une norme dans le cas du cycle générique de Saturne. Mais il y a un thème, et ce thème a une cohérence, le thème de chacun, malgré... On part du principe qu'il en a une, qu'il doit en avoir une. Ah, moi je pense qu'il en a une. Oui, mais il faut la découvrir alors. Je veux bien accepter que ce soit un principe, mais pour moi ce principe est une conviction. C'est-à-dire que le thème pour moi a une cohérence, et que cette cohérence est liée à la compréhension de la graine potentielle que nous sommes, de son développement. Donc je suis persuadée d'une cohérence et pas d'une incohérence. Et l'astrologie, pour moi, permet justement de comprendre mieux cette cohérence, précisément au moment où nous avons du mal à la saisir, cette cohérence. Parce qu'il y a des transits qui nous renvoient à des éclatements de notre personne, à des divisions intérieures, à des confusions. Ça dépend bien sûr du thème de naissance. Si on a beaucoup d'opposition dans son thème, on sera beaucoup plus confronté à la notion de conflit, de division, de clivage, des choses comme ça, que si on n'en a pas d'opposition. Si on a des carrés, on sera beaucoup plus confronté à des situations de blocage, d'impuissance, de se sentir victime ou de devoir renoncer à une partie de soi. Donc on n'a pas du tout la même, en fonction de qui on est, on n'a pas du tout le même destin ni la même structure psychique. Suivant comment est l'axe de libre arbitre, qui pour moi est beaucoup lié à l'ascendant, on ne va pas avoir le même impact qu'une autre personne, donc pas tout le monde a le même rebondissement par rapport à la vie. Bon, ça montre des éléments de personnalité, mais quand on consulte généralement, moi, les gens qui consultent, ce soit les gens qui, quand je donnais encore des cours, parce que je donnais pendant une quinzaine d'années, venaient parce qu'ils avaient un intérêt profond pour l'astrologie, donc ils venaient faire leur consultation, ou bien des gens qui sont dans une demande. Alors, quand on est dans une demande, c'est parce que, au-delà de ce que l'on sait soi-même, en étant intelligent, sensible, etc., on a un moment de confusion, un moment de contradiction. Et donc, on a besoin d'être éclairé. Pour le moment, je n'ai pas encore des gens qui viennent en disant « Tiens, je vais faire mon thème astrologique parce que par curiosité ». Je n'ai pas de personnes curieuses, j'ai vraiment des personnes impliquées qui ont une demande. Donc, il y a une confusion, où il y a une contradiction, où il y a les deux. Et l'astrologie va permettre, par rapport à l'analyse qu'elle peut faire, et la dimension panoramique aussi qu'elle peut avoir, va permettre de tenter de redonner du sens, ou de mettre la personne sur le chemin qui va lui permettre de trouver le sens par elle-même. Alors le paradoxe dans votre propos, par rapport à ce que vous disiez au début de notre entretien, c'est quand même qu'on est dans une sorte de logique prévisionnelle. Non. Enfin, on peut appeler ça autrement.
Mais malgré tout, on est une logique qui a rapport avec le temps, avec le cours des choses. Oui, alors c'est clair que je ne vois pas très bien comment on peut enlever de l'astrologie. Non, mais parce que vous l'aviez dit au début. Je vais préciser ma pensée, et en effet, c'est une dimension assez épineuse et propre à l'astrologie, parce que chaque discipline a à la fois sa force et son talon d'Achille. Je pense que c'est difficile d'enlever l'élément de prévision d'astrologie, puisqu'il y a cette notion de temps et de cycle, et donc on peut prendre les éphémérides et on voit tant de temps à l'avance, etc. Mais il reste une part de mystère, pour moi il reste une part d'inconnu, qui est que par exemple, je vais prendre un exemple simple et simplifié pour me faire comprendre. Une personne vient parce qu'elle a une difficulté dans un couple, dans son couple, on va dire que c'est une femme. J'invente ici un cas, mais ce cas n'est pas tout à fait inventé parce qu'il peut se trouver à travers plusieurs personnes. Mais disons que c'est un cas imaginaire. Une personne qui a un problème dans un couple et qui va avoir un transit à ce moment-là ou d'Uranus ou de Saturne ou de Pluton, on va dire, ou de Neptune sur sa Lune ou sur sa Vénus, on va dire. Donc ça touche sa féminité profonde, ça ne la touche pas de la même façon si c'est Uranus, Saturne, Neptune, Pluton bien sûr. Donc il va y avoir une explication de ce qu'est le sens de ce transit. Et cette explication va être à la fois dans la compréhension générique de la planète, du symbolisme de la planète, c'est-à-dire que le symbolisme de Saturne, qui est par rapport à un deuil, qui est par rapport à une mise au point, un tri, une épuration, n'est pas du tout la même chose que par rapport à Uranus, qui est un saut vers la liberté, vers l'inconnu, donc c'est pas la même symbolique. Donc cette symbolique va être expliquée à l'intérieur du cadre de référence, qui est la carte personnelle de quelqu'un. Et donc c'est ces données qui vont être expliquées. Et à partir de ces données, il y a plusieurs cas de figure. Il va y avoir une personne qui va traverser une crise de couple et qui va grandir en restant. Il va y avoir une personne qui va rester dans la crise de couple et qui va se perdre en restant. Il va y avoir une personne qui va partir et ça sera son salut. Une personne qui va partir et ça sera une erreur, on va dire. Donc c'est ça qu'il va falloir éclairer à travers ce qui se passe pour qu'à travers la crise qui commence, parce que généralement quand la personne vient, la crise commence, elle n'est pas terminée, à travers la crise qui commence, la personne, à travers l'éclairage qui a été donné, trouve par elle-même la décision à prendre. Moi, je ne vais jamais dire à quelqu'un, vous allez divorcer, ou vous devez rester. C'est pas du tout ça qui s'appelle. Il s'agit de faire comprendre les enjeux d'une crise. La crise se manifeste aujourd'hui, mais les enjeux de la crise ne viennent pas d'aujourd'hui. C'est le top de l'iceberg. Alors ce top de l'iceberg, il peut arriver il y a 5 ans parce qu'on a négligé, on n'a pas compris quelque chose, on n'a pas pu, on fait avec ce que l'on est, avec ses moyens au moment où on est en difficulté. Mais cette crise qui a pointé son nez il y a 5 ans, elle peut venir de bien autre chose, et c'est là que le transgénérationnel et le lien entre le transgénérationnel et le thème peut être très important, parce qu'on peut voir qu'il y a des thèmes où on retrouve des structures, c'est-à-dire le triangle avec la femme toujours trompée ou toujours une situation à 3. Mais si on fait le thème des parents, si on voit le transgénérationnel, on peut voir que ce n'est pas d'aujourd'hui que ça date. Donc il y a une sorte de fidélité, si vous voulez, à travers plusieurs familles. Il y a quelque chose dans la famille. Le thème de la victime, de la plainte, de la femme toujours abandonnée ou trahie. Vous parlez du transgénérationnel. Oui, je parle du transgénérationnel, mais ça se voit. C'est-à-dire que si on a un thème avec une Vénus conjointe à Pluton, c'est pas du tout le même transgénérationnel qu'on va voir que si c'est quelqu'un qui a une Lune conjointe à Saturne. C'est pas l'un va être une fidélité, un devoir, voire une solitude, etc. L'autre va être des éléments de passion, des éléments de triangle, etc. Mais que l'on va voir très généralement dans un transgénérationnel. Or, quand la personne vient, c'est parce que cette structure, cette façon de fonctionner, ça la fait souffrir. Si on est solitaire dans le devoir et qu'on est bien, il n'y a pas de problème. Donc il n'y a pas, si vous voulez, de désir de ce que l'autre devienne quelque chose selon une norme quelconque. Donc si la personne est bien comme ça, si elle est bien dans un triangle, écoutez, moi j'ai une éthique pour moi, je n'ai pas à avoir une éthique ou une morale pour quelqu'un d'autre. Ce qui se passe, c'est que la personne, quand elle vient et qu'elle y a un transit ou de Saturne ou de Pluton ou d'Uranus ou de Neptune
rarement de Jupiter, bien que Jupiter puisse faire des inflations pas drôles du tout. Hein, on voit ça avec l'incendie en Russie où il y a Uranus et Jupiter qui se trouvent en conjonction en Bélier. On voit ce que ça fait un incendie lorsque, je dirais, les symbolismes qui sont concernés n'arrivent pas à être bien intégrés, donc même Jupiter, je dirais. Mais c'est rare qu'on vienne me voir à un moment de transit de Jupiter, je l'avoue. Donc, quand on a ça, il est important de voir ce qui est sous-jacent à une crise. Parce que la crise qui vient donc apparemment du grec krino veut dire une occasion de changer, une occasion de prendre une décision. Et par rapport à ce que Reperti appelait les affaires pendantes du passé. Alors, ces affaires pendantes du passé, tant qu'on n'était pas lié au transgénérationnel, c'était des affaires pendantes depuis notre enfance, depuis qu'on sait que le transgénérationnel a quand même un fond impact, eh bien c'est plus loin et ça renvoie souvent à des maisons où des choses sont forecloses, comme la maison 12, qui sont quand même beaucoup plus lourdes en inconscient collectif, en inconscient personnel, qu'une maison 1 ou même qu'une maison 4, qui peuvent être lourdes mais qui sont plus accessibles dans ce qu'elles révèlent, dans ce qu'elles montrent. Elles sont lourdes parce que si on a un Pluton en 4, c'est clair qu'on arrive dans une famille marquée par un Pluton en 4, c'est déjà là, mais c'est plus visible. Hein. Et donc quand c'est plus visible, je dirais qu'on a beaucoup plus de recours que quand on est traversé par quelque chose qui nous dépasse, qui est invisible et sur lequel on n'a pas de regard, on est dans un complet angle mort, comme quand on conduit. Donc il va y avoir un éclairage sur cet angle mort, et il y a des choses qui peuvent se modifier. Maintenant, dire que tout va se modifier, non, parce que je pense qu'il y a une carte, et qu'il y a des éléments dans la carte qui sont inamovibles. Mais certains sont modifiables, certains sont modifiables grâce à des prises de conscience qui sont coûteuses en travail personnel, et certaines sont acceptables, gérables, intégrables, et donc participant à une meilleure harmonie, à une meilleure affirmation de soi. Alors, j'ai plusieurs questions à vous poser. Alors, oui. Par exemple, le travail personnel, est-ce que ça signifie que vous voyez la personne plusieurs fois? Alors, la personne qui vient en astrologie pour une consultation astronumérologique ne vient qu'une fois si c'est sa demande qui était purement astronumérologique. Parfois, je la revois au moment de la révolution solaire. Parfois, je la vois une seule fois dans ma vie. Pourquoi? Parce que ça a été très complet, parce que je balaye assez large, et puis qu'aujourd'hui on est très sollicité, et puis dans 4 ans, dans 5 ans, elle a peut-être envie encore de consulter, mais peut-être pas nécessairement moi, parce que les choses ont bougé dans sa vie, etc. Voilà, donc il y a des gens que je vois qu'une fois dans ma vie, il y a des gens qui viennent beaucoup plus régulièrement parce qu'ils sont liés à la révolution solaire, donc ce ne sera pas nécessairement toutes les années, ça sera tous les 2 ans, tous les 3 ans, voilà. Il y a des gens qui un jour débarquent parce qu'ils ont une question de nouveau, et puis il y a les personnes qui viennent dans un but de travail thérapeutique. Donc la consultation astronumérologique va être une base qui va permettre de définir davantage la problématique, et puis il y a le travail qui va se faire à la fois en regardant justement certains scénarios répétitifs qui se manifestent, qui sont scandés par les transits, qui sont liés à la symbolique de certaines planètes, et par ce qui va apparaître à travers donc le travail transgénérationnel, qui a une méthodologie qui n'a rien à voir avec l'astrologie, mais qui est très complémentaire de l'astrologie parce que on travaille sur les racines, on travaille sur la fratrie, on sait qu'il y a la fratrie dans le thème astrologique qui est le secteur 3, on travaille sur les enfants, donc on renvoie au secteur 5, on travaille sur les origines qui est le père, la mère, le soleil, la lune, donc, et la maison 4, donc on travaille sur le rapport à la santé, on sait qu'il y a des maisons dans l'astrologie pour ça, on travaille sur la carrière, sur le travail, on sait qu'il y a des maisons d'astrologie pour ça, donc si vous voulez, il y a énormément pour moi de liens très immédiats, très évidents, qui se font entre le transgénérationnel et l'astrologie. Mais l'astrologie en elle-même, pour moi, peut-être pas en réalité, mais pour moi, manquait de méthode, si vous voulez, thérapeutique pour pouvoir poursuivre plus loin. Voilà. Et c'est ce que m'a apporté, différentes approches psychologiques que j'ai faites, mais je parle surtout de la dernière en date, parce que c'est elle qui, pour moi, a été la plus importante. On a des titres comme ça, moi j'ai un coup de foudre à l'astrologie, puis après ça a été la numérologie, mais toujours associée à l'astrologie. C'est très rare que je fasse la numérologie toute seule, parce que c'est vraiment pour moi, l'astrologie a été première. Et puis après, ça a été vraiment une rencontre avec donc, cette dimension transgénérationnelle des constellations familiales, parce que déjà, je faisais beaucoup de comparatifs.
Hein. Et j'étais très intéressée à ce comparatif avec les parents, les conjoints, etc. Et le fait d'avoir cette démarche transgénérationnelle m'a énormément apporté dans ma compréhension de l'astrologie aussi, parce qu'il y avait des choses, par exemple, dans la fratrie, voyez-vous, des fois je disais en consultation, j'ai l'impression que vous avez eu un problème avec un frère ou une sœur. Oui. Et les gens me disaient, mais écoutez, je suis enfant unique, ou je n'ai pas de frère, ou je n'ai pas de sœur. Alors j'étais bien embêtée avec ça, parce que moi il me semblait que oui, de par mon interprétation. Et puis après, quand on fait un travail transgénérationnel, on se rend compte qu'une fausse couche a énormément d'importance, qu'un avortement a énormément d'importance, que c'est un élément qui crée une place dans la famille, et que les personnes à qui j'avais dit ça, qui se trouvent être revenues, eh bien on découvre qu'en effet il y a eu un avortement ou une fausse couche. Alors, ce n'est pas tant l'avortement et la fausse couche, c'est le fait que ça a créé du secret et que ça a été mal vécu. Oui, le secret. C'est ça qui crée de la charge. Et le fait que... Et voilà, et ça se voyait dans l'astrologie, mais je n'avais pas la preuve, puisque la personne me dit, mais non, écoutez, je n'ai pas de frère, pas de sœur. Et en réalité, il y avait quand même quelque chose. Donc, pour moi, ça a éclairé beaucoup de choses du point de vue astrologique. Mais de même, pour mon travail de thérapie, c'est une base. C'est-à-dire qu'il y a des thérapeutes qui partent dans le rien, avec la simple écoute et tout l'inconscient qui arrive à travers cette écoute et qui arrive à des résultats remarquables. Donc je ne suis pas en train de minimiser cette approche. Moi je pars avec une carte. Alors on peut dire ben, je pars avec un a priori, parce que justement je ne pars pas avec la virginité, mais ce n'est pas possible pour moi, étant astrologue au départ, de dire je fais fi de l'astrologie et je pars directement en thérapie. Là, moi, j'ai l'impression de boiter à ce moment-là et de me couper d'une ressource extraordinaire parce que ça fait partie de ma personne. Mais je suis sûre que, enfin, il y a des thérapeutes qui travaillent qu'avec leurs données thérapeutiques, ils font un très bon boulot. Donc voilà. Mais en ce qui me concerne, donc j'ai cette base et cette base m'aide énormément à avancer dans mon travail thérapeutique. Mais par exemple, il est clair que un des problèmes qui se pose dans la consultation, c'est l'information dont dispose le client sur lui-même, sur tout ce qui le concerne. Et donc l'astrologue est obligé de dépendre de cette information. Donc si le client peut augmenter l'information qu'il a sur lui-même, c'est alors c'est extrêmement riche parce que cette information qu'un patient va donner, qu'un consultant va donner par rapport à lui-même, c'est pas quelque chose qui va influencer, hein, comme certaines personnes croient. C'est quelque chose au contraire qui va affiner, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut voir en astrologie, mais il y a des choses qu'on ne peut pas voir. Donc on va toujours voir la forme exacte que prend quelque chose, et donc cette information, elle est extrêmement précieuse. Hein, quand on dit, écoutez, là je pense que le problème que vous avez actuellement pourrait être en résonance avec quelque chose qui s'est passé dans votre vie quand vous aviez tel âge, parce que je fais un recouplement dans les cycles de telle planète qui passerait. Et que cette personne, et que je dis que c'est lié à un sentiment, je pense, d'abandon ou d'agression ou de solitude, bon, je cible évidemment en fonction de la planète. Et la personne me dit, oui, vous me faites penser au fait qu'à ce moment-là, et je dis, mais oui, mais c'est tout à fait ça, regardez là. Alors ce questionnement permet, si vous voulez, de créer du lien, et ce lien va être libérateur. La personne, elle le sait, je ne lui fais pas découvrir quelque chose. En transgénérationnel, oui, on découvre des choses, mais là, dans ce cadre-là, on ne découvre pas. Mais ce qui se découvre, c'est le lien. Et ce lien va créer un trait d'union entre deux éléments, et ce trait d'union va créer une nouvelle lumière, qui va être libératrice, parce que créatrice de sens. C'est un peu comme en poésie, le rapprochement entre des mots qu'on n'aurait pas imaginé connectés, et ce rapprochement est peut-être saisissant. Il y a une similitude de formes qui n'avait pas été pensée. Tout à fait. Dans ce sens-là, il y a une poésie de l'astrologie. Absolument, absolument. Qui est cette valeur ajoutée, je dirais, par la confrontation avec ce qui se passe chez l'autre. Donc, dans une consultation, je parle beaucoup, mais j'écoute aussi beaucoup. C'est pourquoi elle dure 2 heures. Mais on peut se demander si, finalement... vous savez, moi j'ai une position un peu distante par rapport à ces questions, donc j'en parle parfois en faisant des réflexions qui sont peut-être un petit peu sacrilèges, mais on pourrait se demander si un autre thème ne pourrait pas aussi fonctionner, par exemple.
Un autre thème. Que celui de la personne. Si l'interprétation ne Alors, pourrait pas aussi renvoyer et révéler non, à des alors choses. là, oui, bien sûr, parce qu'il y a parfois des... Il y a le lapsus, il y a toutes sortes de choses qui peuvent se passer, il y a des transmissions de pensée parfois dont on ne se rend même pas compte, des télépathies qui peuvent court-circuiter, je dirais, quelque chose qui est dans le thème, hein, dans le cadre que vous me dites, parce que normalement ça ne court-circuite pas, au contraire, ça corrobore. Mais moi, il m'est arrivé quand même de dire avec insistance, mais vous êtes sûr que vous êtes né à cette heure-là, mais vous êtes sûr, oui, oui, ma mère, etc. Et de dire, écoutez, j'aimerais quand même que vous ayez à la maison et que vous me donniez votre état civil, parce que je le demande, mais les gens me disent, mais non, je suis sûre, etc. Et de constater que c'était exact. Oui. Hein. Donc, d'où me vient le fait que j'arrête pas de dire, vous êtes sûr, c'est que je sens qu'il y a quelque chose qui ne clope pas. Oui, très bien, oui. Hein. Oui, oui. Effectivement, idéalement c'est un bon exemple, mais en fait il semble que, moi je trouve que la charge de la preuve de l'astrologie repose beaucoup sur le consultant, sur le client. C'est lui qui dit si vous êtes ou non dans le droit chemin. Et alors récemment on a développé une idée qui va peut-être vous surprendre, à savoir vous savez, bon, c'est un exemple qui est emprunté à la diététique, si vous voulez. Bon. Il y a des gens qui se nourrissent mal. Oui. Ils se nourrissent mal, mais après tout, ils s'en sortent pas. Enfin, ils s'en sortent. Il y a des commerces qui vendent des choses qui n'ont pas... L'autre jour, j'ai vu un film sur la vie dans un bar en 1940. Bon, c'est pas triste. Enfin, les gens n'arrêtent pas de boire. Là, on va dire la malbouffe. Voilà. Alors donc, voilà, la malbouffe. Donc, ça existe, la malbouffe. Il y a des gens qui se nourrissent et se contentent, se satisfont de quelque chose qui n'est pas d'une très bonne qualité. Alors, est-ce que ça satisfait vraiment leur corps? Est-ce que ça satisfait quelque part, mais peut-être pas en profondeur? Oui. Bon. Et on peut comparer, on peut dire que dans d'autres domaines, il y a des gens aussi qui se satisfont d'une, moi j'appelle ça la malinfo, c'est-à-dire de propos à leur sujet qui ne sont pas forcément de toute première qualité, bien de sûr, toute première valeur, là, et qu'ils vont prendre comme cela. C'est-à-dire que les gens ont une exigence d'authenticité qui est extrêmement variable. En fait. Oui, oui. Aussi bien au niveau de leur corps que de leurs vrais besoins, et parfois ben, ils ont pris des habitudes, une sorte de paresse qui fait qu'ils vont se contenter de produits aussi bien physiquement qu'intellectuellement qui sont médiocres. Moi je crois que là on n'est pas dans l'astrologie, on est dans les praticiens. C'est le problème du poids on est dans le praticien et la personne qui est en face. Voilà, alors comme je travaille avec la notion de miroir et de résonance, je pense qu'en fonction de là où on est, on fait des choix ou des non-choix, on peut subir, mais il y a une résonance par rapport à ça. Je pense que les choses sont pas tout à fait, je crois qu'il y a du hasard aussi, mais enfin les choses ne sont pas tout à fait un hasard non plus. C'est-à-dire que moi, si vous me mettez un hamburger devant, oui. ben, à moins d'être affamé et de ne pas pouvoir avoir autre chose, je vais vous dire non. Oui. D'accord. Mais vous êtes peut-être... Il y a peut-être des personnes qui n'ont pas cette aptitude. Justement. Oui, mais il ne faut pas non plus... comment dire, je ne veux pas faire d'élitisme. C'est-à-dire que on est là où on est. On est là où on est, et là où on est le premier pas pour un chemin. D'accord. Voilà. Et voilà, et on va rester là. De ce point de vue-là, en effet, c'est un début. Voilà. Je crois qu'on peut découvrir l'astrologie parce qu'on veut savoir si notre amoureux va nous quitter, comme on peut découvrir l'astrologie en tombant sur un bouquin de Rudyard. Il y a une porte d'entrée quelque part. Et là où on est là. Mais si vous voulez, pour prendre un exemple, même quand j'ai le nid, imaginons par exemple que on mange dans une assiette qui est pas très propre, voyez-vous, par exemple. Bon. Je crois qu'il y a quand même un travail de nettoyage qui doit se faire avant que la personne ne revienne à l'essentiel. Il faut déjà qu'elle se nettoie un petit peu. Mais elle est au début. Écoutez, moi je peux simplement parler pour le travail que je fais à partir de l'éthique que j'ai, parce que j'ai vu sur votre site et j'ai apprécié que vous aviez un élément de code éthique déontologique, donc moi j'en ai toujours eu un. Il y en a un au CBSIA, il y en a un à la FAB, il y en a eu un que j'avais fait avec mes élèves, qui est, bon, premièrement, je ne fais jamais le thème d'un absent.
Oui. Jamais. Donc si vous me dites ma femme, etc., je vous dis, votre femme, vous pouvez lui donner mes coordonnées. Hein. Donc je ne fais jamais le thème d'un absent. Ça, depuis le premier jour où j'y ai travaillé. Voilà, c'est qui est parfois désabusant pour certains, ce qui est compliqué parfois, mais voilà. Donc, par contre, je vais regarder dans un thème la place que l'on donne à sa féminité ou au masculin dans sa vie, ou si c'est un homme, à la féminité à l'extérieur, au masculin en ce qui le concerne. Mais sa femme intérieure, comme on le découvre actuellement. Mais donc il y a une éthique et quand une personne me paraît demander quelque chose qui n'est pas... ça arrive très rarement, Oui. parce que j'ai fait des conférences, j'ai écrit des articles, il y a le bouche à oreille. Bon, les personnes qui vous choisissent à travers un certain profil qu'elles connaissent de vous. Mais il arrive bien sûr qu'une personne arrive ici par erreur, c'est-à-dire que je ne suis pas la personne pour elle. C'est très simple, même si j'ai fait un travail, etc., je me dis, écoutez, je pense que là, nous avons une façon différente de voir les choses. Voici les coordonnées de la fédération. Peut-être que là, vous rencontrerez quelqu'un qui est plus adapté pour votre personne. Donc c'est clair qu'il y a parfois un nettoyage, mais moi, je fais confiance dans le pouvoir d'évolution d'une personne. Et prenons un problème autrement. Par exemple, prenons le cas de quelqu'un qui va voir un psychologue. Oui. Qui ne va pas faire le même travail qu'avec un astrologue, en tout cas pas dans un premier temps. Donc comment, question qui peut vous paraître un peu boiteuse, j'en ai beaucoup des gens qui vont voir un psychologue, j'ai même des gens qui sont en psychanalyse qui viennent me voir. Ce sont des personnes qui ont une autre attente quand même quelque part. Par rapport à eux-mêmes, par rapport à ce qu'on peut leur apporter, elles sentent que s'il n'y a pas eu un certain travail de fait, s'il n'y a pas eu un processus, ça ne les intéressera pas. Mais oui, mais je suis complètement dans une astrologie du processus. C'est mon travail. Oui. Oui. Non, mais je veux dire qu'effectivement, comme dit tout à l'heure, il y a des personnes qui ne consomment pas certains produits et d'autres qui en consomment. Par exemple, la personne qui me téléphone pour me dire, voilà, je me demande si je dois remettre en commerce maintenant ou non, mais qui me le donne comme ça, si vous voulez, comme question. Pas dans un tissu de questionnement, comme ça. Je lui dis, madame, je suis désolée, mais je ne suis pas la personne pour vous, parce que je ne suis pas spécialisée en pur et dur prévisionnel. Voilà. Et ça s'arrête là. Donc c'est très très rare qu'il y ait quelque chose qui ne fonctionne pas bien dans la consultation. Oui, il y a la personne, parce que l'astrologue choisit quelque part ses clients. L'astrologue est choisi par ses clients en fonction du profil qu'il connaît de lui. Donc c'est très rare qu'il y ait un hiatus. Mais c'est vrai aussi que, on parle d'ailleurs des pièges du langage, il est clair que quand on parle d'un client, on ne prend pas nécessairement la peine de lui expliquer exactement le sens de chaque mot qu'on utilise, etc. Et donc par conséquent, on va parfois en rester à un niveau du langage qui est assez primaire. Écoutez, peut-être, je ne sais pas, moi... on ne va pas rentrer dans une grande dissertation philosophique sur chaque mot qu'on va employer. Non, certainement pas, mais enfin on peut choisir les mots de façon à ce qu'ils soient le plus adéquats possible. Et ça dure 2 heures. Et puis la personne, si elle n'a pas compris quelque chose, les personnes ont toujours, vous voyez un enregistreur, donc la personne peut apporter une cassette et être enregistrée, elle part avec son enregistrement, elle le réécoute. S'il y a quelque chose qu'elle n'a pas compris, elle peut, d'une façon tout à fait gratuite, poser une question dans les 15 jours en disant, écoutez, là, j'ai pas compris, qu'est-ce que vous avez voulu dire. Donc, le problème, c'est que parfois les gens croient avoir compris. Et c'est pas toujours facile de savoir qu'on n'a pas compris. Bien sûr, mais je ne me situe pas non plus en tant que salvateur, personne qui va tout résoudre, qui va... bon, je suis astrologue, j'essaie de faire le mieux que je peux. La personne qui est en face essaie de faire le mieux qu'elle peut. Et voilà, nous ne sommes pas à une situation où nous allons faire l'économie à une personne de tous les problèmes qu'elle va avoir dans la vie, parce que c'est son destin. Et qu'il y a des choses qu'on va rencontrer. Et donc... là, je crois que vraiment l'astrologie peut faire beaucoup, elle peut faire beaucoup de dégâts aussi, mais enfin elle peut faire beaucoup de choses extrêmement positives, mais on reste quand même face à la responsabilité vis-à-vis de sa propre destinée. Chacun. Alors, je voudrais revenir sur certains points techniques que vous avez abordés. On a beaucoup parlé, enfin on a surtout parlé, si on peut dire, du cycle de Saturne, mais bien évidemment, alors ce serait trop simple si on peut dire, je suppose que vous n'utilisez pas que les transits de Saturne sur les différents points de thème.
et que donc d'autres planètes vont également balayer le J'ai pris le thème. cycle de Saturne parce que c'était plus simple, parce qu'on a un cycle normalement dans une vie et deux. Oui. Voilà. Parler du cycle de Pluton, évidemment, c'est plus difficile en tant que cycle, Oui. donc, parce qu'on Non, ne mais peut enfin, pas je veux avoir la dire totalité que- de toutes ces années dans sa vie. Oui, enfin, je veux dire que ça, c'est vrai que le fait de prendre en considération plusieurs passages de plusieurs planètes va compliquer le travail Bien de sûr. l'astrologue, compliquer son discours, compliquer ses conseils. Et ça va peut-être les enrichir, mais en tout cas, ça va être Bien sûr. très complexe. Au début, on peut. Non, c'est vrai que je disais, en plaisantant, qu'on a commencé par. Parce que souvent, on entend un astrologue expliquer quelque chose, alors on dit, ah bah oui, c'est assez clair, c'est simple. Et puis après, il va rajouter autre chose, et ça va devenir de plus en plus compliqué, en fait. Chaque fois que vous allez Oui, mais rajouter on essaye- un paramètre supplémentaire et encore un autre paramètre, Bien sûr. ça- Mais alors, il s'agit de voir si on fait une addition comme dans les très vieilles interprétations informatisées, qui arrivaient à vous faire dire le contraire à la fin qu'au début, mais qui était quand même le départ de quelque chose. oui. Et tout dépend si on fait une addition d'aspects en disant comme ça, hein, les uns avec les autres, ou si on fait une synthèse. C'est-à-dire que Dé Nourdière, il utilise beaucoup la notion de la musique, puisqu'il était musicien Il était en partie, un compositeur, et donc il ne s'agit pas d'entendre différents morceaux d'instrumentation les uns à côté des autres. Oui, il faut les harmoniser comme ferait un musicien. On n'entend rien du tout. Il faut un chef d'orchestre, c'est-à-dire par rapport à voir qu'est-ce qui domine, quelle est la planète dominante, ou quel est le faisceau dominant, quelle est la structure dominante dans un thème, pour arriver à trouver l'intelligence. Parce que si on commence à débiter tout en tranches de saucisson, la personne va se sentir morcelée et ne va pas trouver le sens. Or, il s'agit d'aller vers le sens. Oui. Hein? Ben justement, donc c'est toute la difficulté. C'est-à-dire qu'effectivement, l'astrologie est quand même arrive à un certain seuil de complexité. Oui. Alors si on rajoute à cela, je ne sais pas si c'est votre cas, les progressions. Une partie des progressions, je ne les fais pas toutes. Oui. Donc si on rajoute, si on remet sur les tâches. Je fais le thème progressé, je fais la distance symbolique entre les planètes. Voilà. Je ne suis pas une grande calculatrice, donc ça c'est plutôt la partie symbolique et psychologique. Mais donc je fais la révolution solaire qui est déjà importante, je fais le thème progressé qui donne quand même beaucoup d'éléments, surtout aussi dans les angles, toucher les angles, et puis le mouvement des planètes rétrogrades qui deviennent directes et directes rétrogrades. Et la distance symbolique entre planètes. Et puis, on parle beaucoup d'astrologie, et c'est normal puisque vous êtes lié à cette fédération d'astrologues, mais j'ai également la numérologie. Alors parlez-en. La numérologie, qui pour moi est un outil tout à fait extraordinairement complémentaire. Surtout, je l'ai faite parce que j'avais eu des cas de jumeaux et d'autres cas de personnes nées en Afrique qui n'avaient pas leur heure de naissance. Et donc je m'étais dit, il me faut un outil complémentaire, et puis quand j'ai vu comment ça fonctionnait bien ensemble, j'ai systématiquement fait les deux. Donc dans l'astrologie, on a également des cycles. En numérologie. En numérologie, pardon, on a un cycle de 9 ans, et puis on a des cycles liés au cycle, liés à ce qu'on appelle la réalisation. C'est un peu plus simple quand même qu'en astrologie. Oui, je crois que c'est plus simple parce que, en toute honnêteté, je pense être moins experte en numérologie que je ne le suis en astrologie. On peut subdiviser indéfiniment. Mais je pense que la numérologie est très complexe également. Donc, moi, quand je fais l'astrologie et la numérologie, j'essaie vraiment que ça se complète. Donc, par exemple, lorsque ça m'indique beaucoup de choses, par rapport, par exemple, à un chemin de vie de quelqu'un, un chemin de vie a une signification, et là, ce chemin de vie va me confirmer quelque chose que je vois au niveau d'une planète dominante ou non. Parce que parfois, c'est pas toujours évident de voir quelle est la planète dominante lorsqu'elles sont en contradiction, etc. Donc ça va confirmer des choses. Ça va aussi confirmer dans ce que je vois au point de vue d'un transit planétaire. Hein, parce qu'il y a quand même en numérologie beaucoup de choses. Il y a l'année. D'abord, il y a la caractéristique du nombre du cycle et de la réalisation. Il y a l'année dans laquelle nous sommes. Il y a la lettre de passage de notre prénom. Il y a la lettre de passage de notre nom de famille. Il y a la maison numérologique.
il y a l'arcane, il y a beaucoup de choses en numérologie qui précisent vraiment un climat de l'année. Et ça, si vous voulez, la coloration de cela avec l'astrologie, moi, ça me permet de préciser davantage le sens d'un transit. Parce que parfois, bon... Ben oui, c'est bien ce que vous étiez en train de dire, que vous pratiquez la numérologie comme quelque chose qui est relativement plus simple, et donc par conséquent qui aide à faire la synthèse. Oui, pour moi c'est plus... je ne pense pas que la numérologie soit plus simple. Pour moi elle est plus simple, oui, parce que je l'ai moins approfondie. Oui, mais disons que c'est dans ce sens-là que ça vous sert. Parce que je l'ai moins approfondie. Paradoxalement, si vous l'aviez approfondi davantage, ça vous aiderait moins. Peut-être bien. Hein. Donc je l'ai moins approfondie et je la prends comme complément, complémentaire vraiment par rapport à l'astrologie. Il m'est arrivé de faire des thèmes numérologiques tout seul, eh bien j'aime pas ça du tout. Oui. Voilà. Par contre, je peux continuer à faire un thème astrologique tout seul. Ça ne me dérange pas, mais parce que j'ai 20 ans d'astrologie avant d'avoir... j'ai 15 ans d'astrologie avant d'avoir 15 ans de numérologie par-dessus. Et puis, je crois que c'est une question de nature, mais je crois vraiment que la numérologie, à sa pleine force, je ne suis pas en train de dire que l'astrologie est supérieure ou qu'elle est plus complexe, je ne pense pas. Pour moi, la numérologie est plus simple parce que je crois que je l'ai moins approfondie. Je l'ai approfondie jusqu'à où ça m'était nécessaire pour le travail que je fais. Voilà. Mais alors justement, la question quand même qu'on ne peut pas éviter, c'est de parler un petit peu des fondements de tout cela. Oui. C'est-à-dire... Qu'est-ce qui légitime l'utilisation de la numérologie, par exemple, et d'ailleurs qu'est-ce qui légitime aussi l'utilisation de l'astrologie, d'un point de vue, je dirais, scientifique, en quelque sorte. Alors là, j'ai pas de réponse, hein, parce que si j'avais une réponse, je la dirais vite, et puis voilà, et tout le monde serait au courant. Donc on ne peut pas avoir des réponses. Mais quel est le genre d'explication on a certaines hypothèses. Oui, oui. Moi, je pense que nous sommes dans une relation permanente avec tout, et au-delà des relations avec les personnes, nous sommes en relation avec l'univers. Voilà. Et l'astrologie est une des rares disciplines qui tient compte de cette relation avec l'univers. Elle n'est pas la seule, mais elle est une des rares. Et de mon point de vue, les disciplines qui ne tiennent pas compte de ça, dans le sens de ça n'existe pas dans le sens j'en tiens pas compte parce que c'est pas mon créneau, mais dans le sens de dire ça n'existe pas, de mon point de vue, elles se trompent. Parce que c'est pas possible d'être un être sur Terre sans considérer qu'on a les pieds sur la Terre et la tête au ciel, avec la symbolique que ça représente. Donc nous sommes absolument liés à l'univers. Nous sommes liés à l'univers énergétiquement. Ça c'est tout le rapport je dirais de l'astrologie chinoise qui le développe, que je ne connais pas, que je ne pratique pas, mais qui le développe beaucoup plus parce qu'elle est très liée à la notion de yin, de yang, d'énergie, de travail d'acupuncture sur les méridiens, de feng shui par rapport à l'énergie de l'habitat, etc. Donc il y a toutes ces dimensions énergétiques, il y a toute une dimension symbolique. Et pour moi, je dirais que l'astrologie est ce qui montre d'une façon la plus lumineuse ce lien entre l'univers et moi, puisque en quittant le ventre de ma mère, je deviens un univers à part entière, lié à une longitude, à une latitude, c'est-à-dire je suis situé un individu, un microcosme, dans le grand macrocosme dont je suis issu, qui est l'univers. Alors, comment ça se passe scientifiquement derrière tout ça, au-delà des règles de l'astrologie qu'on peut apprendre, qu'on peut transmettre, qu'on peut enseigner, et donc qui sont des règles efficaces qui fonctionnent, avec une marge de subjectivité, c'est bien évident. Enfin, la science, on voit qu'aussi qu'elle croyait que la Terre était plate, puis elle a vu qu'elle était ronde, puis elle a cru ceci, puis maintenant le Big Bang, on se demande quoi. Je veux dire, la science aussi a eu des certitudes qu'elle remet en question. Donc il n'y a pas que les sciences dites symboliques qui ont des remises en question et une part de subjectivité. Je crois que la science a aussi des certitudes qu'elle doit remettre en question. Et notamment ces certitudes qu'elle avait de la toute-puissance de la raison, il y a quand même beaucoup de scientifiques de pointe qui la remettent en question aujourd'hui, hein, qui ont même eu certains prix pour leur découverte. Alors c'est peut-être pas le langage scientifique banal, enfin, c'est quand même des scientifiques qui sont pas rien du tout. Mais dans l'esprit... Mais je vais pas
je termine ma pensée, je ne vais pas avoir un discours scientifique parce que je ne suis pas une scientifique, je n'ai pas du tout le bagage pour ça, ni la compréhension de ces choses-là. Mais voilà, l'une pour moi des preuves de l'astrologie, de la validité de l'astrologie, c'est ce lien, c'est ce trait d'union indéniable qu'elle met entre l'homme et l'univers. Alors que dans l'univers on mette Dieu, qu'on mette les réincarnations, qu'on mette uniquement des corps physiques, énergétiques, les planètes nous influenceraient d'une façon qu'on n'a pas encore comprise. Bon, mais en tout cas, elle pose ce lien de l'univers et de nous. Oui, alors justement, pour que nous... À votre avis, il y aurait quelque sorte de rapport émetteur-récepteur, enfin, je ne sais pas. Alors je ne sais pas, alors, franchement, en tout Comment nous captons ces énergies? Je ne peux pas vous le dire, là mes réponses s'arrêtent. Mes questions commencent et mes réponses s'arrêtent. C'est-à-dire je constate que ça fonctionne, je ne peux pas vous dire pourquoi au fond du fond ça fonctionne. Et je ne sais pas si quelqu'un le sait avec certitude, parce qu'il me semble que si quelqu'un le savait avec certitude, il y a longtemps qu'il aurait mis un discours et une théorie avec une telle preuve, une telle validité qu'elle aurait été reconnue. Oui. Donc ça c'est mon point de vue, mais peut-être que ça existe et que je ne suis pas au courant. Oui, peut-être. Mais en tout cas, ça suppose, le fait de dresser le thème natal, ça suppose de la part de l'enfant qui naît... qu'il ait capté quelque chose, qu'il ait capté des signaux. Ou bien est-ce qu'il naît au moment où il doit naître Je ne sais pas. Oui, je sais pas. Ce que je peux dire, c'est que pour moi, il y a un miroir indéniable entre quelqu'un qui est saisi par l'univers, qui va saisir à son tour l'univers de la façon dont il a été capté en premier lieu. Voilà. Au-delà de ça, comment scientifiquement ça fonctionne, je ne suis pas à même de vous le dire. Par contre, il y a une chose qui semblerait plus importante, c'est ce que le client imagine. Parce que malgré tout, si le client va voir un astrologue, c'est aussi au nom d'un certain imaginaire. Bien sûr. Donc ça, c'est un fait. Alors dans sa tête, même si l'astrologue, lui, ne le pense pas, lui, dans la tête du client, il y pense. La personne qui vient voir, qui vient consulter un astrologue, on va dire qu'il a un présupposé positif par rapport à un imaginaire, on va dire, prenons votre terme qui me paraît intéressant, un imaginaire qui dit qu'il y a un trait d'union entre les deux. Si la personne qui ne croit pas, la personne qui vous dit « vous, ça marche parce que vous y croyez, moi je n'y crois pas », ne va pas consulter un astrologue. Absolument. Absolument. Néanmoins, mais quand on est astrologue, qu'on donne des cours, qu'on s'intéresse à ça, on ne fait pas que les thèmes des gens qui viennent en consultation. On fait le thème de personnes célèbres, on fait le thème de personnes politiques, on fait le thème de grands scientifiques, on fait le thème de religieux, de mystiques, d'artistes, de tout ce que vous voulez. Bon, donc moi j'ai fait énormément de thèmes de personnes. Eh bien, je peux vous assurer que j'ai jamais été surprise de leur biographie et leur développement par rapport à ce que je voyais dans le thème. Oui, mais donc, ça même des personnes qui ne croient pas dans l'astrologie, et pour moi il ne s'agit pas de croyance, il s'agit d'une rencontre dans les faits, parce que moi je ne suis pas du tout quelqu'un de croyant dans le sens de la crédibilité, et je suis même très mesurée, très distance par rapport à toute forme de dépendance superstitieuse. Donc moi je constate, et le jour où je constaterai que l'astrologie ne fonctionne plus, je me remettrai sérieusement en question dans mon interprétation, non pas qu'on ne se remette pas en question avant, c'est pas ça que je veux dire, mais j'arrêterai vraisemblablement. Mais jusqu'à présent, ça m'est jamais arrivé. Donc jusqu'à présent, quand j'ai été confrontée, c'est moi qui me suis confrontée par rapport à une interprétation. Je me suis dit, là, j'ai pas compris quelque chose, il faut que j'approfondisse. Ça n'a jamais été l'astrologie qui a été remise en question. Oui. Okay. L'astrologie, bien sûr, je l'ai remise en question. L'astrologie, comment je peux la remettre en question? Dans le sens de, est-ce que c'est vraiment nécessaire de consulter un astrologue pour réussir sa vie? Est-ce que c'est vraiment indispensable de savoir tout cela? Il y a des gens qui n'ont jamais consulté un astrologue, qui à la limite ne savent même pas que l'astrologie existe, et qui ont mené une vie tout à fait remarquable et de qualité. C'est à ce niveau-là qu'on peut questionner l'astrologie. C'est-à-dire, est-ce que sa validité, qui est qu'elle fonctionne, est-ce que cette validité est nécessaire? C'est ça. Mais je crois que si vous allez consulter, c'est qu'à un moment donné, vous la sentez comme nécessaire pour vous. Oui, mais enfin, ce qui me gêne dans ce que vous dites, Madame Cangéloni, c'est que l'astrologie, elle peut se réformer. Bien sûr. Il n'y a pas semblant de oui ou non l'astrologie. Il y a quelle astrologie aussi? Bien sûr, mais moi donc, je vous parle de ma vision à moi. Oui, mais après, je veux dire, quand vous dites que par exemple, imaginons par exemple que vous constateriez à un moment donné, je ne sais pas, pour votre hypothèse, que ça ne marche plus, qu'est-ce qui ne marcherait plus? Et c'est pour ça que je vous dis, jusqu'à présent, quand j'ai remis en question,
j'ai remis en question ma façon d'interpréter. Je n'ai pas remis en question l'astrologie globalement. Oui, mais je veux dire que bon, par exemple, si on revient à Rudyard, hein, Oui. À votre avis, peut-être une question un petit peu bateau, qu'est-ce qu'il a apporté à l'astrologie par rapport à ce qu'il y avait avant lui? Quel a été son apport? Alors pour moi c'est un apport faramineux et d'actualité. C'est-à-dire, quand est-ce que Rudyard arrive dans l'histoire astrologique? Alors là, on doit parler de l'historique de l'astrologie. Mais je vous en prie. L'astrologie sous Ptolémée ne peut pas être la même astrologie d'aujourd'hui. L'astrologie sous Ptolémée se situe dans un monde où il y a des dieux grecs et où on ne parle pas d'inconscient ni d'inconscient collectif. On a une distribution de ce que nous sommes à travers des attributs que l'on donne à des dieux. Oui. Dieu d'ailleurs, dont le nom devenu grec, de grec à romain, est le nom des planètes. Hein. Donc il y a clairement un lien entre ces mythologies liées aux dieux et le sens des planètes. Il ne s'est pas dégagé comme ça ce sens par hasard. Donc il y a une signification et une façon de vivre l'astrologie sous les Sumériens quand elle est découverte, où on fait uniquement le thème global, sans horoscope, sans ascendant, du souverain, sous Ptolémée où on commence à avoir l'introduction de la roue, de l'ascendant et tout ça, et puis dans une époque de Moyen-Âge, dans une époque de Renaissance, et puis dans une époque où Rudyard arrive après la révolution d'un Freud qui nous parle d'inconscient personnel et d'un Jung qui nous parle d'inconscient collectif, parce qu'entre-temps il a découvert le viking, l'occulture, etc., et d'un développement d'une dimension d'individuation, peut-être propre à l'Europe, néanmoins très réelle, qui d'ailleurs participe à toute l'évolution de la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui n'est pas ce qu'il y avait il y a plus de 100 ans, avec la relation à la famille, à la société. C'est clair qu'il y a plus de 100 ans, quand on faisait un thème astrologique, et qu'on avait une femme en face et qu'on voyait le soleil, on lui disait votre père ou votre mari. D'accord? Bon. Aujourd'hui, quand je vois une femme et qu'il y a le soleil, son soleil de naissance, bien sûr, je vais beaucoup parler de la lune pour sa féminité, pour elle. D'ailleurs, dans les thèmes de l'astrologie indienne, on fait des thèmes lunaires pour les femmes. Bon, c'est pas par hasard et ça a son sens. Mais le soleil, mais très souvent aussi quelque chose qu'aujourd'hui la femme qui développe de plus en plus son animus et qui développe une partie masculine dans le monde, enfin ma partie masculine, c'est pas ce que je veux dire parce que ça fait partie de sa féminité, mais disons qu'elle développe des parties qu'elle ne donne pas d'une façon dévolue à son partenaire, mais la femme développe aussi son côté masculin. Et donc elle est beaucoup plus solaire. Évidemment, c'est les lions, elle est plus solaire que c'est les cancers, ça c'est certain. Mais elle a plus cette dynamique du soleil pris pour elle-même. De la même façon, à l'heure d'aujourd'hui, l'homme qui demande des congés de paternité, qui veut développer de plus en plus son féminin, qui voudra avoir des années sabbatiques pour faire ceci, cela, des hommes qui restent au foyer, etc., etc., c'est des hommes qui réclament de plus en plus une part de féminité. Donc, quand aujourd'hui on fait le thème d'un homme, eh bien, on ne va pas simplement dire la lune, c'est votre mère ou votre conjointe. On va bien sûr parler de sa femme intérieure et donc de la façon dont il se relie au féminin. Alors, dès Rudyard, quand il s'est situé dans l'astrologie, il s'est situé dans un monde touché par la pensée de Jung, touché par le monde de l'évolution, et qui a essayé de sortir l'astrologie d'un carcan, qui est le carcan de la prévision. À un moment donné, l'astrologue, on allait le voir, pas pour se connaître, mais pour savoir ce qui allait m'arriver demain. Et ce qui allait m'arriver demain, ça ne dépend pas de moi, sauf que si j'ai une carte routière, ben je vais faire un slalom avec ma vie, mais je n'ai pas de responsabilité, parce que c'est Saturne qui m'envoie un mauvais truc, alors Uranus il va me faire casser un machin, et puis Pluton, aïe aïe aïe, ça va être l'horreur, et heureusement qu'il y a Jupiter qui va me sauver de tout ça, parce que le beau temps va arriver. Je fais une énorme caricature, mais disons qu'il y a eu à un moment donné une domination de la prévision sur la compréhension. Or pour moi, il n'y a pas une abolition de la prévision,
mais il y a un lien à trouver vraiment sur la responsabilité personnelle par rapport à des éléments qui sont extérieurs. Il y a toujours des éléments extérieurs. Un jour nous sommes jeunes, un jour nous sommes vieux. Voilà.